Madame, Monsieur, vous êtes sur Télé Africa et vous regardez l'émission 21h. Le grand rendez-vous, c'est votre émission du mardi soir sur notre antenne. Une émission consacrée aux sujets qui font l'actualité dans notre pays. Et l'actualité au Gabon ces dernières heures, c'est le lancement de l'opération de déguerpissement des populations situées dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. Le gouvernement de la République, sous les orientations du président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui lance donc l'opération de construction du boulevard de la Transition, mais également de l'érection prochaine d'une cité administrative dans cette partie de la ville de Libreville. Les populations ont donc été déguerpies afin de pouvoir laisser place aux engins et au terrassement, mais également à la présence sur le terrain de tous les ouvriers commis à la tâche sous le regard évidemment du ministère des Travaux publics. Le ministre Edgar Mokoumbi, accompagné du délégué spécial de la capitale du Gabon, qui était donc présent pour lancer cette opération de déguerpissement de ces populations. Ce sera la première partie de notre émission. La seconde, elle, sera consacrée à cette actualité qui continue de secouer l'agence gabonaise de la sécurité alimentaire, la Gaza, avec la fermeture de 2 nouvelles unités dans la ville de Chimwanga. C'est au sud du Gabon, fermeture pour commercialisation d'eau en sachet impropre à la consommation. Avec mes 2 invités, on va donc à nouveau faire le point sur cette actualité qui ébranle ou qui secoue la Gaza. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Ibrahim Sendje Mboulou en sa qualité de président de l'organisation non gouvernementale gabonaise des consommateurs, mais également président du réseau pour la protection des consommateurs de Gabon. Monsieur Sendje Mboulou, bonjour. Bonjour. Plutôt bonsoir, pardon. Ah, bonsoir. c'est long. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et je reçois aussi sur le plateau Pascal Koulou, acteur politique. Monsieur Koulou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup à tous les deux d'être autour de la table pour que nous puissions décrypter cette actualité qui prévaut au Gabon. On va donc entamer l'émission par le premier sujet en lien avec cette opération de déguerpissement des populations dans le premier arrondissement de la ville de Libreville. Donc, une opération initiée dans le cadre de la construction prochaine d'une cité administrative, mais aussi d'une voie publique appelée boulevard de la Transition. Il y a eu quelques grincements de dents lors de cette opération de déguerpissement des populations, puisqu'on a vu la réaction de certains qui appellent au soutien du gouvernement, mais le constat qui est plutôt fait, c'est que comme il est de coutume, il y a eu en amont une campagne de sensibilisation qui a été menée sur le terrain par le gouvernement afin de signifier aux populations qu'elles seront déguerpies. Il y a même eu des indemnisations, mais on est surpris, Ibrahim Sendje, que les populations sont restées sur les lieux jusqu'à ce 2 juin, jour de l'opération de démolissement de leurs habitations, de leurs différents commerces. Oui, tout à fait. Ben, moi aussi, je suis un peu suffoqué par ce comportement. C'est un comportement qui est déplorable et puis un comportement qui est entretenu par nos populations. Il y a quelques années, on peut se rappeler que dans la même zone, proche du ministère de l'économie, il y avait aussi des populations qui ont fait dans la résistance. Effectivement, après indemnisation, logiquement, les occupants devaient laisser l'endroit pour ce qu'on appelle l'intérêt général. C'est-à-dire il y a là des déguerpissements pour cause d'intérêt général. L'État décide d'occuper une zone pour construire une infrastructure d'intérêt général, donc profitable à l'ensemble des populations. Et donc c'est pour cette raison, l'État n'est pas contre, on va dire, une fraction de la population ou un individu particulier. Donc l'État, lorsqu'il procède au déguerpissement, c'est après avoir mené des études, après avoir indemnisé les occupants. Et donc c'est de la mauvaise foi qu'on se rende encore compte que ces gens ont continué, ces personnes ont continué à occuper cet endroit alors qu'ils étaient déjà indemnisés. C'est tout à fait de la mauvaise foi. Et
Je ne sais pas sur quelle base sur laquelle ces personnes sont fondées. Et ceux qui sont aujourd'hui les victimes, ce sont les locataires. En principe, les propriétaires, les anciens propriétaires, entre griffes, ont laissé ces endroits aux locataires. Et ce sont ces locataires qui sont aujourd'hui victimes. Victimes de quoi? Parce que nous n'avons pas effectivement de cadre des maisons, des locations appropriées. Peut-être c'est des personnes qui travaillent proches de la ville et cet endroit est situé, par exemple, à côté de l'hôtel de ville, à côté de l'Assemblée nationale, à côté des ministères même, donc du 2 décembre et les autres ministères. Donc, on suppose que ces personnes sont des personnes qui travaillent proches de la ville et qui occupent ces maisons pour être à proximité de leur emploi, leur travail. Pascal Koulou, ces populations qui habitaient donc cet espace situé derrière l'Assemblée nationale, il y avait des habitations, il y avait également des commerces. C'était un lieu prisé par les populations parce qu'on précise quand même, on rappelle qu'il y a eu un repositionnement de certains commerces qui avaient déjà été déguerpis dans la zone, je pense, du boulevard Jean-Paul II, l'ancien Boulbès, qui donc sont venus ériger leur petit commerce le long du canal situé derrière Gabon Première et derrière l'Assemblée nationale. Donc quand le gouvernement initie ce type d'opération, évidemment que la procédure a été respectée, les populations ont été sensibilisées en amont. Oui, la procédure, en matière de procédure, oui. Le problème, c'est que on est à la fois laxiste et lorsque les gens profitent du vide qu'il y a, c'est toujours un peu pénible de voir des compatriotes dans une situation de sinistre parce que on permet souvent que ce qui est illégal finisse par être toléré. Ça ne devrait jamais exister. Parce que vous ne pouvez pas bâtir dans une zone qui est réservée et on vous voit élaborer des conditions de vie, parce qu'après, il n'y a pas que le fait d'avoir bâti, il y a la fourniture en eau et en électricité. Toutes ces choses finissent par amener les populations à penser que plus rien ne se fera. Et ensuite, c'est pas normal que la SCG donne des fournitures aux populations, enfin aux demandeurs, lorsque ces personnes se retrouvent dans des zones qui sont préalablement réservées d'utilité publique. Donc, il ne faut pas souvent laisser les choses évoluer pour après essayer de rattraper l'ordre. Il faudrait que l'ordre soit maintenu dès le départ. Il y a des villes dans le monde, vous ne pouvez même pas changer votre toiture si vous n'avez pas vu l'aval de la mairie. Donc, alors, comment se fait-il que des gens arrivent à bâtir des édifices? Ce n'est pas dans des matériaux légers. Pour beaucoup, il y a des maisons à 2 niveaux, à 3 niveaux, on voit. Donc, il y a un investissement conséquent. Lorsque cet investissement est démoli, même si vous êtes dédommagé, il y a le fait que la possibilité de vous reloger ailleurs est souvent très difficile. Aujourd'hui, à Libreville, la difficulté réside dans la possibilité qui est donnée aux compatriotes de trouver un espace de terrain. Justement, puisque le constat qui est fait en rapport avec cette partie du premier arrondissement de Libreville, c'est qu'il y a eu comme une forme d'occupation anarchique de ces espaces-là, parce que bon, il y a un souci par rapport à l'ordre urbanistique de la capitale gabonaise, c'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont restées inexploitées par le gouvernement, non aménagées, et les populations, du fait de la rareté, sont venues occuper ces espaces-là. Justement, un gouvernement, heureusement pour nous, nous rentrons justement dans la 5e République. J'espère que ces habitudes vont rester dans l'histoire. Mais comme le disait M. Pascal Koulou, lorsque l'État gère une situation, il doit mettre tous les encadrements juridiques possibles depuis le début pour que en aval, on ne puisse plus vivre les mêmes situations. Je voudrais dire qu'il y a la gestion de la cité. La gestion de la cité, ce n'est pas de l'improvisation. Et donc, l'État connaît exactement, on peut dire, la mairie connaît exactement qui occupe où et qu'est-ce qu'il en fait. Et donc, que ce soit les commerces ou
les citoyens, les individus, les particuliers, tout le monde a droit à un espace, mais cet espace doit être réglementé. C'est pourquoi on parle même de la fiscalité au niveau urbain, donc au niveau de l'urbanisme, voilà, le cadastre le fiscal. Et donc, pour que l'État puisse entrer dans cette fiscalité et la recouvrer dans les bonnes conditions, il faudrait que l'État recense d'abord et identifier l'ensemble des populations et une cartographie pour gérer, n'est-ce pas, les habitants qui occupent le territoire. Nous avons les chefs de quartier qui sont ici et là. Par exemple, j'habite Zanyon, mais les chefs de quartier ne connaissent même pas tous les habitants de leur quartier, et même les différents mouvements. C'est un problème, un souci pour notre pays. Et donc le ministère de l'Intérieur, le gouvernement est interpellé pour que les choses ne se fassent plus comme avant. Et pour que les populations sachent que lorsque l'État a déjà pris une décision de vous faire quitter ou déguerpir un endroit, c'est parce qu'il y a l'intérêt général qui est une préoccupation de tous. Demain, pour l'embellissement de la ville ou apporter d'autres, n'est-ce pas, le bien-être aux populations. C'est pourquoi l'État décide d'implanter X ou Y infrastructure quelque part. Et donc, les citoyens devaient être interpellés pour dire que, puisqu'on dit que l'État, c'est toi, c'est moi, et nous devons participer à la chose publique, de façon que tout le monde puisse gagner son compte. Mais on ne peut pas dire que... parce que là, il y a les émotions qui sont attirées. Hein, lorsqu'on voit les compatriotes qui sont déguerpis avec les choses dans la rue, et ce sont les émotions, on tape sur l'émotion. Or, l'État ne fait pas dans les émotions. Nous sommes d'accord que ça se passe ainsi pour qu'il y ait un précédent, que les gens sachent que l'État est en train de retrouver ses marques, hein, la puissance publique. La puissance publique, Pascal Koulou. Alors, l'État n'est pas à sa première opération du genre. Il y a eu plusieurs opérations dans le genre qui ont été menées lors des années précédentes, évidemment. Et le constat qui a fait, c'est que parfois les populations sont indemnisées, elles perçoivent de l'argent, mais elles le restent ou elles reviennent sur le lieu qui, par la suite, doit être détruit par l'État. Donc il y a un problème de sensibilisation ou d'acceptation de l'ordre public. Vous pensez du respect de l'ordre public de la part des populations? Il y a une volonté ou plutôt la nécessité de changer de mentalité à ce niveau-là? Il faut la rigueur. Je crois que M. Ibrahim a dit quelque chose que nous devons dorénavant avoir à l'esprit. L'État, on ne gouverne pas avec des émotions, on gouverne avec des lois. Or, comme tout le monde le sait, la loi est dure, mais elle doit être respectée par tout le monde. Une fois que des décisions ont été prises et qu'elles vont dans le sens d'un intérêt général, je crois qu'il faut de suite faire appliquer ces lois. C'est le temps. Vous savez, on dit on a indemnisé des populations il y a 1 an, il y a 2 ans. Et les gens continuent de rester là. Du coup, on se dit peut-être plus rien ne se fera. Vous savez, on est dans un environnement où on vit plus de rumeurs que de l'effectivité des décisions administratives qui sont prises. Dès qu'on dit on va indemniser les gens, on va déloger des gens, il faut procéder par des mécanismes d'alerte. On commence par réduire les abonnements en eau, on commence par ainsi de suite. Au moins les gens prennent conscience en disant ah tiens, il y a un processus de déguerpissement qui va être engagé ou qui est engagé. Ça va éviter, parce que la plupart de ces bâtisses sont quelquefois même cédés à des locataires. C'est-à-dire, les gens disent non, il n'y aura rien. Les gens, donc, quand le locataire, écoutez, il se lève un matin, il constate qu'il y a des engins qui cassent la maison dans laquelle il habite. Où voulez-vous qu'il aille? Mais justement, est-ce que l'État ne devrait-il pas accompagner justement ces Gabonais jusqu'au bout, c'est-à-dire en amont, aménager également, viabiliser des espaces pour des relogements? L'État l'a déjà fait dans certaines zones. La cité de Zanyon, une partie de la cité de Zanyon a été érigée parce que dans les années, je pense, 70, fin des années 70, début 80, il y avait une opération de déguerpissement d'une partie des quartiers Akébé, et ces populations devaient aller loger en Zerayon. Donc on a aménagé
aménagé, n'est-ce pas? Ça a été le cas pour les populations, je pense. Dans le 3e arrondissement, à Kingélé, on a aménagé au niveau de Bikélé, par exemple. Est-ce que ce ne serait pas plus simple pour l'État d'accompagner ces populations, sachant que la difficulté, ce n'est pas tant avoir de l'argent, mais c'est trouver justement des espaces aménagés, des terrains aménagés pour construire après. Ce n'est pas juste trouver des espaces aménagés. L'essentiel de la vie, puisque nous parlons de Libreville, se fait entre la zone comprise, entre l'échangeur de l'ancienne RTG et la zone dite rénovation. Voilà l'actif de la ville au niveau de Libreville. La plupart des établissements se trouvent à la périphérie du front de mer. Donc, lorsque vous enlevez quelqu'un dans une zone où il a des avantages en termes de proximité avec un certain nombre d'infrastructures, il faut également pouvoir penser créer les mêmes opportunités là où on les envoie. Aujourd'hui, vous parlez des Zayon. Regardez toutes les difficultés qu'éprouvent les habitants de Zayon à obtenir des facilités pour se connecter ou s'abonner en eau et en électricité, avoir des routes viables. Donc, les gens vivent les uns sur les autres. Ce n'est pas cela vivre en ville. Zayon n'est pas un quartier sous-intégré quand même. Il y a un ensemble de commodités, un ensemble de structures dans ce quartier. C'est le plus grand de Libreville, dans le 6e arrondissement, mais Zayon n'est pas le quartier le plus mal logé de la capitale. Mais écoutez, quand vous allez à Zayon, une fois vous dépassez les habitations qui sont proches de la voie express, le reste, c'est infernal, tout le monde le sait. On a essayé, il y a ces 2 dernières années, de faire des routes en pavé, mais vous voyez ces routes, il n'y a pas de trottoir, elles sont exiguës, et à un moment donné, vous ne pouvez même plus circuler. C'est-à-dire que l'urbanisation ne doit pas courir après le bâti. C'est-à-dire qu'il faut que les zones soient bien urbanisées pour que quand les gens viennent construire, il y a un plan cadastral qui est respecté. Ça permet d'aérer les espaces. Or, quand on dit aux populations, allez-y, ou qu'on leur trouve juste des parcelles, chacun construit comme il veut. Et c'est à l'origine de tellement de difficultés qu'aujourd'hui, ce qu'il faut souhaiter, c'est que le ministère de l'Habitat prenne des précautions pour véritablement viabiliser et aménager les sites de relogement des populations. Sinon, c'est difficile d'envoyer quelqu'un dans ces zones parce que bon, on a à l'image justement ces destructions qui ont eu lieu ce 2 juin 2025 derrière l'Assemblée nationale. C'est assez quand même, c'était, on va dire, gênant et incompréhensible, Ibrahim Sedjemboulou. Là, on a un véritable ghetto situé derrière l'une des principales institutions de la République, derrière l'Assemblée nationale. De savoir qu'il y a cette cohabitation entre ce ghetto et l'Assemblée nationale, c'est impensable dans une capitale dite moderne. Oui, on va dire, c'est la même chose que je disais tantôt. Il s'agit ici de voir comment gérer la cité. La politique, c'est ça, la gestion de la cité. Ce sont les politiques qui gèrent la cité, notamment le ministère, le gouvernement et la mairie. Il est de leur responsabilité de savoir qui doit être ici, qui doit être là-bas. Et donc, derrière l'institution, l'Assemblée nationale, il n'y a pas de mal à ce que l'État érige une cité viable, une cité administrative. Oui. Voilà, une cité administrative. Et donc, voir ce qui se passe là maintenant, ce sont ce que vous avez appelé, on appelle ça comment? C'est une occupation anarchique, donc des gens qui viennent s'implanter comme ça, sans titre. Ils viennent, ils occupent des endroits derrière, ici et là, mais l'État, avec l'État qui est le garant de la sécurité de tout le monde et du bien-être de toutes les populations, ne peut pas tout de suite décider de les déguerpir aussi. Ce serait là pour l'État quelque chose, puisque l'État, comme le disait tantôt M. Pascal Nkoulou, n'a pas prévu de lieux d'accueil pour des relogements. Ou des relogements. Voilà. Par exemple, ces gens qui se retrouvent dans la rue en ce moment, où voulez-vous qu'ils aillent? Chez un ami, chez un copain. Ces gens, ce sont des locataires. Ils ont été là. Il y en a qui ont bâti, il y en a qui ont construit. Ceux qui ont bâti sont des personnes de mauvaise foi. Parce que si réellement ils ont été indemnisés, il n'y a pas de raison que tu bâtisses encore dans un endroit où on t'a déjà payé pour partir, pour aller occuper ailleurs. Et peut-être, comme il le disait, je l'ai souligné, il fallait que l'État l'accompagne
et pour conserver le même standing, le même bien-être, donc tous les conforts possibles. Il faut tenir compte du fait que le dédommagement tel qu'il est procédé, c'est au prorata du bâti. Or, si vous avez des prorata moyens de l'investissement, voilà, qui ne vous permettent pas de recommencer le même investissement, on va évaluer votre maison, c'est vrai, mais vous avez peut-être mis 3, 4 ans ou 5 ans à réaliser cette bâtisse. Vous vous retrouvez avec 4, 5, 6 millions sous les bras. Bon, vous ne pouvez pas de suite recommencer le même investissement parce que les conditions ne sont plus les mêmes. Il vous faut trouver un logement, il vous faut parer au plus pressé. Donc, l'argent qu'on vous remet va certainement être utilisé d'abord pour essayer de vous stabiliser et le temps de vous reloger, finalement, beaucoup de gens se retrouvent sans rien. Ce qu'il faut, et moi je crois que nous sommes tous sensibles au fait que des compatriotes se retrouvent subitement dans des conditions difficiles, mais l'État s'est issu la capacité à prévoir les situations. Donc, quand on décide de déloger des populations dans une zone, on ne doit pas permettre qu'après il y ait des branchements sur les compteurs d'eau, sur les compteurs de l'eau. On doit dire, vous ne pouvez pas, parce que cette zone va être à telle période dans cette situation. Et ensuite, il faut accompagner par une mission constante de la mairie pour fixer les limites des zones déjà occupées pour qu'il n'y ait pas une occupation progressive. Alors, on regarde les gens faire, on regarde les gens investir, et puis après on vient faire, on évalue votre maison, on dit, bon, cette maison doit valoir tant. Non, parce qu'on doit aussi tenir compte du temps et des meubles, de tout ce que vous avez, parce que vous vous retrouvez avec tout ça sous les bras, et surtout de la proximité des différentes écoles où vont vos enfants, du lieu de votre travail. Est-ce que, sans qu'on vous déloge, en vous envoyant à la périphérie, est-ce que votre budget en transport va suffire? Est-ce que le budget en transport pour vos enfants va suffire? Donc, vous voyez, quand on crée des situations comme ça, des gens se retrouvent plus dans la précarité que dans des conditions qui leur permettent de vivre décemment. Pascal Koulou, alors il y a donc 2 projets importants qui seront érigés sur cette partie du domaine public dans le premier arrondissement de la ville de Libreville. On l'a dit, le boulevard de la Transition et une cité administrative. Commençons par la cité administrative qui vient ou qui va venir résoudre un problème, on l'a dit, celui de l'efficacité au niveau de la gestion de la dépense publique, la dépense de l'État par rapport au bout administratif. On a parlé de la cité Mérode, là il y a une cité administrative également qui vient en appui. Oui, mais c'est normal, vous savez, nous sommes dans une situation, un état progressif. Donc à chaque fois, il y aura des besoins. Il faut que ces besoins trouvent des réponses pour les usagers et pour tous ceux qui vont solliciter ces administrations. Donc on est bien obligé d'innover par des bâtiments. On est obligé de construire pour permettre qu'il y ait un rendu public beaucoup plus efficace. Et nous saluons le fait que ces mesures-là soient prises. Mais en même temps, on fait également se rendre compte que lorsque ces mesures sont prises, l'objet, c'est améliorer la condition, donc le rapport citoyen avec l'administration. Mais ce rapport citoyen, quelquefois, est pas bien compris parce que à la base, il y a des compatriotes qui se retrouvent dans une situation de déshérence sociale, c'est-à-dire qu'ils n'ont presque plus rien et ils ont l'impression que c'est des sous-hommes parce que leur condition sociale, leur condition d'être humain n'est pas véritablement respectée. Il faut à ce niveau, tout en étant d'accord qu'il faut améliorer à la fois le bâti et la ville aussi, il faut qu'on ait des infrastructures qui répondent d'une ville comme Libreville, qui a une belle histoire, qui a une population très active, mais en même temps, il faut tenir compte que cette histoire et cette population qui se va active, c'est quand même ceux qui doivent être économisés lorsque des mesures assez sévères sont prises, notamment en ce qui concerne les déguerpissements. Je participe du fait qu'il faut bâtir, je participe également du fait qu'il faut trouver les moyens de freiner l'occupation des zones lorsqu'elles sont consacrées d'utilité publique. Ibrahim Sediemboulou, alors on a présenté Brice Clotaire Oligui Nguema depuis le 30 août 2023 comme étant bâtisseur, le bâtisseur, au regard d'ailleurs de nombreux chantiers qu'il a initiés sur l'ensemble du territoire. Là, c'est 2 nouveaux chantiers qui donc, vont voir le jour dans le premier arrondissement, la construction du boulevard de la Transition et cette cité administrative. Ce sont des infrastructures importantes pour le développement, pour la modernisation de la capitale gabonaise. Oh, ce que vous dites, c'est exact, ça va dans le même sens que M. Koulou.
Monsieur Brice Coulter Lingema, pour moi, bâtisseur devait commencer par bâtir les mentalités. Parce que nous avons un souci, un grave souci au niveau des mentalités. Parce qu'ici, puisque nous parlons de déguerpissement, dans le souci, effectivement, on peut saluer ce qu'il vient de faire et qui ouvre effectivement l'entrée dans la 5e République avec ces nouvelles infrastructures qui seront érigées, mais également, ça procède aussi à la réduction du train de vie de l'État. C'est-à-dire ici, la maîtrise des dépenses publiques. La maîtrise des dépenses publiques, justement, en mettant un terme au mot administratif. Donc, c'est pour réduire le train de vie de l'État, donc pour faire des économies, afin que l'argent puisse être dirigé là où ce sera utile pour effectivement moderniser le pays, mais moderniser nos villes. Donc, c'est un souci purement, comment on appelle ça, légitime que le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, puisque Coulter Lingema est en train de faire. Et nous le saluons, nous l'encourageons dans ce sens. Mais également, de l'autre côté, quand je parle de mentalité, c'est pour revenir dans ce qu'on disait tantôt par rapport aux squatteurs. Hein. Vous voyez la situation actuelle. Les gens vont quitter cet endroit dit derrière l'Assemblée nationale et vont aller encore squatter un autre espace quelque part. Et au vu aussi, on dit souvent, trivialement ici, des autorités. Et donc, que faire devant ça? Donc, il faut que l'État frappe sur la mentalité et que les gens sachent qu'il y a des fondements juridiques dans le pays. Parce que s'il n'y a pas le droit, nous allons vivre dans l'anarchie. Et le droit n'est pas là pour les forts. Le droit est justement venu pour protéger le plus grand nombre, notamment les faibles, et pour que les forts ne puissent pas écraser les faibles. Et donc ce droit doit être respecté par tous. Mais souvent la question c'est qui doit appliquer le droit ou bien qui doit faire appliquer le droit. Mais le droit, c'est nul n'est censé ignorer la loi. Ça voudrait dire quoi? Que tous les citoyens, à partir du moment où il n'y a pas un vide juridique, que la loi existe, tout le monde doit l'appliquer. On doit se soumettre à la loi pour qu'il y ait la paix sociale. Voilà. C'est dans ce sens-là que nous pensons que les autorités de la Nouvelle République, donc de la 5e République, mettront la loi au devant de critères purement subjectifs, de critères émotionnels. Et donc nous souhaitons que la loi puisse servir pour le bien de tous. Parce que ça va garantir, ça va protéger toute la population. Et donc dans ce sens-là, je salue donc l'action de déguerpissement, mais que ça soit une annonce pour tous les squatteurs, toute personne. Il y avait même des squatteurs, là on vient de casser, on appelle ça, oui, l'ancien hôtel Laura Pochombo. Il y avait des milliers de personnes qui occupaient cet endroit, qui avaient déjà été abandonnés depuis des années. Mais c'était maintenant un repère de bandits, c'est comme les jardins de la Pairie. Hein. Nous avons le seul et l'unique jardin de la Pairie, jardin public qu'on avait au centre-ville, mais qui a été cassé. Pourquoi? Parce que les autorités de l'époque pensaient qu'il fallait augmenter les recettes municipales en érigeant un marché. Malheureusement, ce projet n'est pas allé à terme parce qu'il y avait des discussions politiques. Je ne comprends pas que lorsque on dit que les hommes passent, l'administration reste, lorsqu'on commence une activité et que les gens ne continuent pas pour que l'argent du contribuable qui a été mis à contribution pour ériger une infrastructure puisse effectivement être réalisée. L'infrastructure ne se réalise pas, mais parce que c'est un tel qui n'est pas de notre bord politique ou bien... Donc ce sont des petites choses qui constituent un frein au développement, un frein à la modernisation des villes. Donc nous avons la situation des Arions. La bretelle qui sort par Saint-Georges, le lieu dit Saint-Georges. Vous avez, je ne sais pas si c'est un général ou un prêtre qui a conçu
Ben, les gens ont du mal à passer par là, parce qu'effectivement, comme le disait Pascal Koulou, c'est tellement serré, c'est en pavé et pourtant, mais c'est tellement serré et c'est des tournants Donc, impossibles. il y a une emprise sur la voie publique. Il y a une emprise sur la voie publique. Mais il y a beaucoup d'emprises comme ça. Il y a des endroits où même les gens ont érigé alors que la mairie avait déjà mis du rouge. Nous avons une partie, lorsqu'on sort au lieu du carrefour Y, en Zayon, vous avez un endroit où, à l'époque du maire Osuka, elle avait mis du rouge là. Maintenant, on voit une église qu'on a érigée devant pour barrer la sortie des véhicules. Donc, les gens ne peuvent même plus passer par là. Il y a personne, il y a un atelier artisanal à côté, un petit garage, et juste devant la sortie, vous avez une église. Donc, voilà des comportements anarchiques. Et ça doit être des comportements à proscrire pour la 5e République. Donc, c'est pourquoi, au début de mon propos, je parlais des mentalités, que le président de la République frappe sur les mentalités. Et comme dans certains de mes propos, je disais qu'il faut qu'il crée un comité des sages de la République. Ceux qui ont servi le pays, ceux qui ont servi le pays et qui existent encore. Mais il y a un comité de sages, je pense, mais ce comité de sages, on ne sait pas trop. Existe, qui a l'habitude d'être consulté. Oui, ils sont consultés, mais ils doivent faire le compte rendu dans vos émissions comme ça, dans les chaînes publiques, pour que les gens sachent qu'est-ce que le comité des sages propose au gouvernement afin que ce comité accompagne le développement du pays. C'est ça qu'on attend de ce type de comité. C'est donc là un terme à cette première partie de l'émission, du moins son premier volet consacré à cette actualité en lien avec cette opération de déguerpissement des populations dans le premier arrondissement de la ville de Libreville, afin de lancer les travaux de construction du boulevard de la Transition et d'une cité administrative. On ouvre à présent le second tiroir de cette émission et là, on va à nouveau mettre le curseur sur cette actualité qui secoue l'Agence gabonaise de la sécurité alimentaire, la Gaza, évidemment, puisqu'on a abordé ce point dans notre édition spéciale de ce 2 juin. On revient sur cette actualité, Pascal Koulou. Tout à l'heure, Ibrahim Sedjemboulou parlait du droit, du respect du droit. C'est justement ce respect du droit que souhaite voir appliquer le directeur général de la Gaza, Jean-Déléor Biyogué Bintougou, qui estime qu'il faut se conformer aux procédures mises en vigueur avant de pouvoir initier des opérations d'inspection sur le terrain et même de fermeture des unités soupçonnées de pouvoir produire et commercialiser des eaux impropres à la consommation. Après cette opération menée sur le terrain le 21 mai dernier par le directeur général adjoint de la Gaza, Oscar Salibi Mapangou, qui a donc procédé à la fermeture de certaines unités dans le 5e et à Essassa. Il ressort que ce genre d'opération avait déjà également été initié à Libreville et même en province. Et d'ailleurs, le 13 mars, l'association des consommateurs ou le syndicat de consommateurs de la ville de Chibanga avait été saisi par le délégué provincial de la Gaza au fin de lui signifier la fermeture de 2 entités qui avaient été épinglées comme produisant des eaux ou de l'eau impropre à la consommation. Après prélèvement d'échantillons envoyés à Libreville pour analyse, il était ressorti qu'il y avait un taux élevé de microbes dans ces eaux. Donc, on est vraiment face à une situation complexe. Oui, écoutez, moi, je suis toujours un peu surpris de voir qu'au niveau d'une structure comme la Gaza, on accorde beaucoup plus d'importance aux procédures internes pour valider une opération de terrain, au lieu de se mettre à veiller pour que des protocoles sanitaires soient respectés et mettre les citoyens à l'abri de possibles épidémies qui peuvent résulter de la consommation de produits impropres. Donc c'est cela. Ensuite, moi je dis que nous sommes dans une république. Si une entreprise qui produit et met sur le marché un produit qui doit être soumis à la consommation des Gabonais estime qu'elle respecte parfaitement
le protocole sécuritaire, mais nous sommes dans une république. Cette entreprise est libre de saisir les tribunaux et de faire valoir ces certificats pour dire j'ai été injustement saisi et fait l'objet d'une fermeture illégale. Bon, puisque les entreprises ne le font pas, ça suppose qu'elles reconnaissent qu'elles sont dans une situation d'illégalité pour ce qui est du produit qui est mis à la consommation. Parce que ce n'est pas la Gaza d'aller chercher des justificatifs sur le fait qu'on pourrait... Non, c'est à l'entreprise elle-même. Nous sommes dans une république, M. Pambou. Si un tort quelconque vous est fait et que vous estimez être lésé, ben vous saisissez les tribunaux, vous refaites le circuit d'autorisation des certificats qui vous permettent d'examiner en disant, mais écoutez, moi je suis venu faire examiner à la fois mes outils de production, la qualité des produits que je mets sur le marché. Vous m'avez donné votre accord et tout est correct. Je ne comprends pas que vous-même vous reveniez pour ne pas reconnaître les certificats d'exploitation que vous m'avez délivrés. Ça, c'est la procédure la plus simple. Il se trouve que une fois fermées, ces entreprises, du moins c'est ce que je sais... Là, on peut voir à l'image les conditions de stockage justement de ces eaux dans l'une des entités fermées à Tchibanga. On voit bien que c'est dans une pièce où il y a de l'humidité, comme on peut le constater, bon, à même le sol sur une forme de tapis. Alors là, je pose la question à Ibrahim Tendje, en tant que président de l'organisation gabonaise des consommateurs. Quand vous regardez ces images, le conditionnement ou même le stockage de ces sachets d'eau dans une salle où il y a de l'humidité, quasiment même le sol, comment vous réagissez? Je réagis. D'abord, il faut noter qu'en dehors d'être président de l'organisation gabonaise des consommateurs et du réseau gabonais, du réseau pour la protection des consommateurs du Gabon, je suis préventeur de risques, c'est mon métier. Et donc là, nous avons affaire à l'hygiène, parce que c'est l'hygiène de lieu, l'hygiène de l'eau. L'eau, c'est un produit sensible. Au-delà d'être un aliment pour notre bien-être, l'eau est un produit sensible et c'est aussi un droit. Et donc l'accès à l'eau ici doit obéir à certaines conditions, lesquelles la fourniture, disons pas la fourniture, la production de l'eau, le stockage et la distribution de l'eau. Ensuite, la commercialisation. Donc, ce circuit-là doit être surveillé, contrôlé par l'État, parce que c'est l'État qui garantit le bien-être des populations. Donc, en ce qui concerne de l'eau, stocker de cette façon-là, c'est déjà une infraction. Une infraction dans la question de la sécurité sanitaire des aliments. Donc, est-ce que cette eau-là, stockée comme ça, ne peut pas attraper des parasites, voilà, et des champignons, etc., stockés dans ces conditions. Et maintenant, est-ce que les plastiques qui contiennent cette eau-là, est-ce que ce sont des plastiques alimentaires? Voilà. Tout ça, c'est des choses qu'il faut voir en amont. Il y a une prolifération, effectivement, des producteurs de l'eau, parce qu'effectivement, l'eau rend des millionnaires, des milliardaires dans notre pays, pour la simple raison que, effectivement, depuis quelques années, on avait dit que l'État était devenu faible. C'est pourquoi j'encourage, disons, la Ve République pour redonner la puissance à la puissance publique. L'État, redonner à l'État sa puissance publique. Mais d'ailleurs, il y a une forme d'interrogation au sujet de la production de ces eaux-là ou de ces eaux-là. On se pose des questions. Est-ce que tous ces opérateurs ont accès à des sources? Comment font-ils? Ont-ils des forages? Utilisent-ils de l'eau de la SEG, produite par la SEG? Il y a des interrogations à ce niveau-là, puisqu'on les voit proliférer dans le Grand Libreville. Au-delà de la vente des sachets d'eau pour la consommation, il y a également la fourniture en eau dans les ménages comme produit de consommation courante, notamment pour les autres usages dans les habitations. Oui, j'étais en train de dire, M. Snella Ange Pambo, que l'eau était un produit sensible, parce que lorsqu'on boit de l'eau, on ne peut pas filtrer de l'eau pour la boire ou la contrôler au moment où on la consomme. Nous avons même un procès pendant au niveau du tribunal de Libreville. Lequel? Pour la consommation de l'eau qui a été polluée. Donc l'eau de caniveau, l'eau de poubelle. Hein.
ça fait quelques années. Bon, mais Un ce procès n'est pas le initié sujet. par votre Par notre ONG. organisation, par mes soins. Par Vous dénonciez qui? Quelle Pour entité? dénoncer la SEEG, justement, et la société qui se chargeait à l'époque de la collecte des ordures. Donc, en collectant les ordures proche de la mosquée dit Koweït en Zayon, ils avaient creusé cet endroit parce qu'ils procédaient avec des pelles mécaniques. Et donc, c'était devenu, on va dire, une décharge à ciel ouvert et profonde, au point que la pelle mécanique avait cassé, n'est-ce pas, la canalisation de fourniture d'eau. Et comme il y a toujours des coupures d'eau, et la pluie aidant, les ordures se sont dissoutes dans cette crevasse-là qui s'était formée. Et lorsque la ASCG a fait revenir de l'eau, et les eaux sont allées dans les familles directement. Donc les eaux dissoutes des ordures ménagères, etc., se sont retrouvées dans les robinets. Donc ceux qui ont bu tout de suite au goulot, au robinet, sont retrouvés avec des intoxications alimentaires. Nous avons dû faire venir au laboratoire pour procéder, n'est-ce pas, au prélèvement de ces eaux qui coulaient du robinet, notamment au lycée Mohamed Harissani et dans les alentours, les populations qui étaient touchées. Et on a également fait venir un huissier. Et c'était quoi les résultats de ces analyses? Ces analyses ont montré effectivement que l'eau était contaminée par les eaux polluées, par les microbes, et la plainte n'a jamais prospéré? La plainte a prospéré. Je vous dis que notre procès est pendant, donc il est en situation, il est toujours en cours au niveau du tribunal. Vous savez, lorsque vous avez affaire à une entité comme la SEEG, ils ont des avocats. L'OGC aussi, l'Organisation organise des consommateurs aussi, a ses avocats. Et donc, c'est une affaire entre avocats. Nous avons gagné à plusieurs reprises, mais la SEG fait dans le dilatoire et gagne du temps. Mais nous ne sommes pas une entreprise qui est de passage. Nous sommes une entreprise à durée indéterminée. Donc, dans le temps, nous allons continuer à poursuivre et nous allons gagner, nous allons remporter. Mais c'est pour dire que par rapport à l'eau, il faut effectivement, comme l'a dit Pascal Koulou, des autorisations de l'État pour permettre à un individu de manipuler un produit qui doit entrer dans la consommation humaine. Et donc, pour ça, nous allons dire que la Gaza doit jouer son rôle. Le problème, quand vous parlez du rôle que devrait jouer la Gaza, qui est le bras séculier de l'État en matière de sécurité alimentaire, je vous posais la question à Pascal Nkoulou. Le problème, c'est que la Gaza n'a pas forcément tous les moyens techniques qui lui permettent de pouvoir certifier de la qualité de produits qui sont consommés, notamment de l'eau, puisque le laboratoire dont dispose la Gaza n'a pas tous les outils techniques justement pour pouvoir faire des analyses. Donc la Gaza est obligée de recourir. D'abord pour les non, la Gaza est obligée de, pour ce qui est de laboratoire d'abord, la Gaza est obligée de recourir aux laboratoires externes, notamment je pense celui de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression de fraude, pour pouvoir juger de la qualité des eaux qui sont analysées. Alors pour ce qui est de l'épisode récent, c'est qu'après le 21 mai, cette opération initiée par le directeur général adjoint de la Gaza, Oscar Sademi Mapangou, avec la fermeture de 2 entités qui ont défrayé la chronique, le 26 mai, donc 5 jours plus tard, à Chibonga, la direction provinciale de la Gaza a pris soin de fermer 2 entités. On vient de voir les images tout à l'heure. 2 entités qui produisent de l'eau, qui commercialisent ces eaux-là, puisque le résultat des analyses faites à Libreville, il y a eu prélèvement des échantillons envoyés à Libreville. Après analyse, il s'est avéré que ces eaux étaient nous sommes là dans ce que je impropres et avec plusieurs microbes, élevés des microbes. Écoutez, le temps des prélèvements, est-ce qu'une mesure transitoire a été prise pour dire, bon, en attendant, il vaut mieux fermer? Nous sommes dans un cadre de prudence. Vous savez, en matière alimentaire, dès lors qu'il y a un doute, on ne peut pas laisser l'opérateur économique continuer d'exercer. On ferme. Ça fait partie des exigences et des obligations auxquelles sont tenus d'obéir tout opérateur économique qui intervient dans le secteur alimentaire. Or,
vous envoyez des échantillons à Libreville. La Gaza les transfère dans un autre laboratoire. Pendant ce temps, cet opérateur économique continue de servir une eau qui, 2 ou 3 semaines après, on va se rendre compte qu'elle était impropre. Vous voyez le danger? C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'au niveau de la Gaza, que l'on sache exactement quelle est leur capacité à garantir la sécurité alimentaire des Gabonais. Parce que des opérations de raccordement de cette nature font en sorte que le nombre de personnes qui peuvent être infectées par des microbes, par d'autres situations, et qui vont dans les hôpitaux où quelquefois il n'y a pas beaucoup de médicaments, peut-être qu'il n'y a même pas de médecins spécialisés. Donc ça cause des dommages beaucoup plus importants que de se dire, bon, le protocole interne ne sont pas respectés. Il faut s'en tenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est de sauver la vie des Gabonais. Et je crois même que, enfin, ça me semble totalement incompréhensible qu'on crée une agence alors qu'elle n'est pas dotée d'outils pour pouvoir correctement exercer. Ça me rappelle nos hôpitaux où vous y allez et puis on vous dit, bon, allez faire l'examen ailleurs. Donc, entre le temps que vous trouvez qu'il y a d'autres préoccupations, parce que tous les laboratoires travaillent en fonction des urgences du moment et surtout de l'afflux des patients ou des usagers. Bon, si vous arrivez, et peut-être que sur le coup, il faut payer ci, il faut payer ça, bon, le temps passe à un niveau, les gens ont consommé, s'auto, et puis on vous dit, ah, finalement, vous ne pouvez plus exercer. Mais ceux qui l'ont bu, est-ce qu'on va vers eux? Est-ce qu'on essaie de les... Non, on ne les recense même pas. Donc on peut avoir des gens qui tombent malades alors que c'est des structures comme la Gaza qui n'ont pas été suffisamment à l'aide pour intervenir. Et c'est pour cela que le problème de dénonciation citoyenne est important parce que quand vous voyez ce type d'image, comment on peut permettre à quelqu'un de reconditionner? En plus, c'est l'eau de la SG. L'eau de la SG n'est pas une eau de source, c'est une eau de jet industriel. Elle est travaillée pour permettre aux usagers d'en bénéficier dans un temps relativement, parce que c'est une eau courante. Elle ne peut plus être stockée dès lors qu'elle est dans les foyers. Or, eux, ils recréent des conditions de conservation de cette eau dans des cuves. Est-ce que ces cuves sont... dans les cuves, Ces cuves sont nettoyées, posées à même le sol, et on voit que les murs sont remplis de moisissures. Bon, qui fait l'inventaire des différents microbes qui peuvent évoluer dans un environnement aussi insalubre? Le contact visuel ne suffit pas. Les prélèvements d'eau ne suffisent pas parce que c'est tout l'environnement qui se retrouve être contaminé du fait, parce que c'est inapproprié. Les espaces où on produit des produits sensibles comme de l'eau doivent faire l'objet d'un inventaire et d'une autorisation bien spécifique. Ouais. Là, on a l'impression des gens qui stockent de l'eau, la SCG, pendant combien de temps, la mettent dans les sachets, et ces sachets, au bout de combien de temps doivent-ils être vendus ou alors ramenés et détruits? Est-ce qu'il y a, Ibrahim Sendje, vous êtes sur le terrain, ce qui concerne la lutte, de la protection des droits des consommateurs sur le terrain depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant aujourd'hui au Gabon. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une forme de conflit de compétences entre les différentes entités administratives qui existent entre le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé publique, le ministère de l'économie et des finances, parce que la DGCC, c'est le ministère des Finances, je pense, qui relève de l'économie. Vous avez l'agriculture, vous avez les services d'hygiène publique, donc la santé. On a l'impression qu'il y a un conflit de compétences. Est-ce que c'est possible d'avoir un laboratoire national avec tous les outils techniques possibles qui pourrait aider justement ces différentes entités à pouvoir faire ces types d'analyses? On a l'impression qu'il y a une forme de marché au niveau justement de ces entités, surtout en ce qui concerne les analyses. On a l'impression qu'il y a une forme de commercialisation de ces analyses qui sont faites. Tout à fait, tout à fait. Votre réaction, elle est très importante, mais ça rejoint ce que nous avons toujours dénoncé, à savoir le cloisonnement des administrations. Nous rentrons de plein pied dans la Ve République et je disais que toutes ces pratiques-là doivent être maintenant reléguées à l'histoire. Il faudrait qu'on rentre dans la Ve République avec de nouvelles habitudes, de bonnes mentalités. Eh bien, l'administration est une. Il s'agit du gouvernement gabonais et les administrations qui relaient, n'est-ce pas, qui exécutent
les politiques publiques procèdent ou bien viennent de du même gouvernement. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des cloisonnements. Et les cloisonnements sont dus à quoi? Parce qu'il y a la multiplicité de la parafiscalité. Voilà. Donc chaque administration vient pour prélever quelque chose, trouver ce qui ne va pas et puis prélève quelque chose en termes d'argent. Voilà, là où le bas blesse. Et laisse, n'est-ce pas, l'activité régalienne qui consiste à protéger la santé des consommateurs. Et donc, ici, l'eau n'est pas, comme on disait, c'est un gros enjeu. Il y a des guerres qui se font dans le monde à cause de l'eau. Et l'eau, on va dire quoi, l'eau est une préoccupation mondiale. L'eau n'est pas seulement quelque chose qui est discuté au niveau du Gabon. Et nous sommes victimes de beaucoup de choses. Le mètre cube d'eau, 1000 litres cubes d'eau, coûte à peine 400 francs ou 500 francs au plus au Gabon. Or, ces gens-là vendent un sachet d'eau de quelques grammes à 50 francs CFA. Voyez-vous? Et donc, nous sommes dupés. Nous avons appelé au boycott de cette situation à cause simplement d'abord du prix, sans tenir compte de l'emballage, de ceci, de cela. Non, ou de la qualité de la même eau. Or, déjà, au niveau du prix, ça devait interpeller les gens. On devait dire qu'on ne peut pas vendre 1 litre d'eau même à 100 francs, puisque 1000 litres d'eau coûtent 400 francs. 1000 litres d'eau vendue par la SCG coûte 400 francs à peine. Hein, vous pouvez, le ministre ne pourra pas me démentir, le DG de la SEEG ne pourra pas démentir. On devait même publier ce prix-là tout le temps. Même si ça évolue un peu, on doit le dire. On doit dire ça publiquement dans les radios et les télévisions pour que les populations sachent exactement combien coûte le mètre cube d'eau au Gabon. Ensuite, comment se verser dans la consommation d'eau vendue en sachet, d'eau vendue dans on appelle ça comment, les bouteilles reconditionnées. Voilà, qu'on ramasse ici et là, on ne sait même pas quelle hygiène, comment on nettoie ces bouteilles. D'abord, ce sont des bouteilles à usage unique, des bouteilles en plastique qu'on prend souvent. Mais on les reconditionne encore pour un nouvel réemploi. Ce n'est pas normal. Et au vu aussi des contrôleurs, des personnes dites contrôleurs. Or, ça là, ça nous fait rire. Et ce n'est pas normal. Et ce sont des choses très sérieuses, très importantes. L'État doit prendre ses responsabilités, voilà, et puis assurer le bien-être des Gabonais, surtout par rapport à l'eau. Alors l'eau, quand on parle du laboratoire, le laboratoire vient faire quoi? Le laboratoire vient regarder l'analyse des paramètres, parce que l'eau qui est consommée au Gabon, bien qu'elle est produite par la SCG, et la SCG qui est même labellisée ISO 9001, son laboratoire, parce que c'est de l'eau potable que la SCG produit. Et cette eau-là, elle doit respecter les normes de l'OMS. Et même l'Institut d'hygiène du Gabon utilise les normes de l'OMS. Et nous avons aussi la GANOR qui a une norme de l'eau dans notre pays. Mais je ne sais pas pourquoi la GAZA n'arrive pas à s'appuyer sur ces instruments-là pour garantir la bonne protection de la sécurité sanitaire des aliments comme l'eau pour les citoyens du Gabon. Et donc, il y a les paramètres physico-chimiques, il y a les paramètres microbiologiques à regarder sur l'eau. On regarde quoi? On regarde si l'eau n'est pas toxique pour la santé du consommateur. Donc, paramètres physico-chimiques, on va regarder s'il n'y a pas de pesticides, s'il n'y a pas de produits chimiques dans l'eau. Hein, s'il n'y a pas des éléments en suspension, etc., etc. Et on doit regarder aussi s'il n'y a pas de microbes. Quand on dit biologie, microbiologique, là, c'est pour regarder s'il n'y a pas l'existence des microbes. Et ce sont les microbes-là en question qui vont, parce que si c'est des paramètres physico-chimiques qui sont plus importants, vous allez avoir des cancers. Mais si c'est des microbes, vous allez avoir des dysenteries, vous allez avoir des épidémies de choléra, etc., etc. Donc, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Et donc, il y a beaucoup d'acteurs qui doivent participer pour parler, pas seulement au bout d'une émission comme ça, de l'eau. L'eau, c'est très important. La nécessité, évidemment, de pouvoir en faire une
question d'urgence sanitaire dans notre pays. Alors, Pascal Koulou, le constat qui est fait, c'est que ça va, ce problème-là, au-delà de l'Agence gabonaise de la sécurité alimentaire, parce qu'on a comme l'impression que les populations, déjà que ces agences n'ont pas toujours, pour ce qui est de la Gaza, par exemple, tous les outils, tous les instruments dont elles devraient disposer, notamment son laboratoire, qui est mal équipé ou peu équipé, qui ne permet pas de faire des analyses pertinentes ou efficaces, évidemment, mais surtout qu'il y a d'autres constats qui sont faits. Si on prend le cas, par exemple, de la délivrance des cartes de visite technique. Alors, on fait le constat des accidents de la circulation, les accidents de la voie publique quasiment tous les jours, de plus en plus d'ailleurs dans notre pays. On voit qu'il y a des véhicules en très mauvais état qui circulent, curieusement, mais qui ont des visites techniques. On sait qu'il y a une forme on va dire, des délivrances sous le manteau de ces visites techniques-là. C'est un problème sérieux, c'est-à-dire que les populations on a l'impression qu'elles sont livrées elles-mêmes. Moi, je crois qu'il faut éviter de faire une sorte de politique d'autruche. Nous tous, nous savons qu'est-ce qui se passe à travers ces contrôles. Pourquoi il y a autant de négligence? Les gens ont fait le choix de l'argent au détriment de la sécurité de leurs compatriotes. C'est-à-dire qu'on se fait établir une visite technique sans même que votre véhicule ne soit au lieu indiqué pour passer la visite technique. C'est exactement comme cela que les choses se passent. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que vous avez des voitures. Il n'y a pas que la visite technique. Regardez l'attitude de nos agents de police sur la route. Vous avez un phare qui ne s'allume pas. Ils vous interpellent, vous font remarquer le phare et vous continuez. Il n'y a aucune contravention, il n'y a aucune pénalité. Non, mais parfois, à ce niveau-là, les forces de défense, pour ce qui est de la police, évidemment, ils font aussi preuve de pédagogie. On est tous conducteurs. Si, c'est déjà arrivé. Non, c'est déjà arrivé. On vous interpelle, on vous demande de vous conformer. Après, c'est à vous. Mais vous avez un véhicule, M. Koulou. Justement, c'est pour ça que j'en parle avec aisance, parce que je sais ce qui se passe. Je les vois. On les voit tous. Vous avez des surcharges. Vous parlez des voitures usées. C'est bizarre, toutes les voitures que j'ai vues transporter de longs sachets sont usées. Mais elles ont des visites techniques. Oui, c'est des camionnettes bizarres. Mais une fois même arrivé de même du pain. Comment vous transportez l'eau dans un véhicule qui à tout moment peut vous lâcher? Et ça s'est produit plusieurs fois. Vous trouvez, tous les sachets se sont répandus et ils les ramassent, remettent dans le véhicule pour aller les servir chez leurs revendeurs. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui, je crois, qu'il faut vraiment que l'État fasse preuve de responsabilité. Parce que vous savez, on peut pas les techniques. C'est une responsabilité individuelle. Chacun choisit de garder son véhicule dans l'état qu'il veut, peu importe ce qu'il a comme risque. Mais un produit qui est mis à la consommation est une forme d'appel à l'achat. C'est-à-dire que le consommateur est dans un besoin. Ce besoin, quelquefois, peut se révéler être vital. L'eau est un élément vital. Donc, on ne va pas regarder les éléments liés autour de... Non, il faut dire, ces gens ont fait le choix de négliger leurs responsabilités pour tirer profit du petit argent qui leur est donné par d'autres voies. Parce que les contrôles ne peuvent pas s'expliquer. Il est impossible d'imaginer qu'un opérateur économique va ouvrir une structure de production dont on s'achète, vous ne savez pas dans quelles conditions il le fait, mais vous venez faire des contrôles. Voilà. Vos contrôles, lorsqu'il y a un peu de rigueur, on découvre que ce taux est impropre. Ça veut dire que toute la chaîne devrait être punie. Tous ceux qui ont fait des contrôles, depuis combien de temps, quelle sont la nature, les éléments de certification que vous lui avez donnés pour qu'ils travaillent, depuis combien de temps ils travaillent dans les mêmes conditions. Donc les gens devraient être punis. Aujourd'hui, il faut prendre des mesures. Moi, je crois que ce soit la Gaza, que ce soit la Ganor, mais surtout, les questions de sécurité alimentaire. Vous savez, quelquefois, il arrive qu'on découvre qu'il y a des produits avariés dans des congélateurs de commerçants. Et puis après, il les reconditionne en petits sachets. Trouvé comme ça. Et c'est le commerçant qui plaque la date. Les agents de la Gaza passent, ils s'entendent, ils vérifient, tout est conforme, rien n'est conforme. S'ils n'ont pas de laboratoire, qu'ils ferment. Parce qu'il ne faut pas créer des structures pour le plaisir d'en avoir lorsque l'effectivité des missions
n'est pas accompli. C'est se mettre en danger inutilement. Parce que peut-être que ce n'est pas de leur faute, constatant qu'ils n'ont pas d'outils pour travailler. Bon, ils sont dans la complaisance. Et nous consommons des produits qui peuvent nous tuer. C'est extrêmement dangereux. C'était également votre conclusion, Pascal Nkoulou, Ibrahim Sejemboulou. Avant de mettre un terme à cette émission, votre conclusion également, que faut-il faire? L'État doit-il appliquer toute la rigueur justement pour protéger les populations contre d'éventuels risques sanitaires à ce niveau-là? Oui, en termes de conclusion, nous avons déjà été interpellés par la Gaza. On doit travailler ensemble. L'État doit travailler avec la société civile. Au Sénégal, par exemple, vous avez le numéro de la société civile, c'est-à-dire l'association de consommateurs, son numéro est partout, devant chaque commerce. Et l'État, disons, la Gaza, par exemple, ne peut pas être partout. Les agents de la Gaza ne peuvent pas être partout devant chaque commerce. Il n'y a que les populations et la société civile qui peuvent relayer le message de la Gaza. Ça fait longtemps que nous avons rencontré les autorités de la Gaza et on attend toujours qu'ils nous interpellent pour relayer on va dire quoi, les politiques publiques. Ça concerne tout le monde, c'est l'intérêt général. On doit travailler ensemble. On ne travaille pas en termes de salariés auprès de la Gaza. On travaille en termes de relais des instructions du président de la République. Parce que c'est lui d'abord qui donne la vision. Il souhaite que dans la nouvelle République, la 5e République, que tous les compatriotes, tous les Gabonais puissent participer à l'action publique. Mais comment cette participation va se faire s'il y a cloisonnement, s'il y a des gens qui veulent protéger encore leurs propres intérêts. Voilà, donc je déplore cette situation, mais je souhaite que ça s'arrange et que les nouvelles autorités puissent travailler avec la société civile, notamment le réseau pour la protection des consommateurs du Gabon. C'est impensable. Non, vous avez déjà conclu, Pascal Nkoulou. Merci beaucoup. Ainsi se referme donc notre émission. On aura peut-être l'occasion d'y revenir jeudi prochain dans Ligne de Mire. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés sur le plateau de l'émission 21h, le grand rendez-vous. Donc je recevais Pascal Nkoulou, acteur politique. Merci encore Pascal Nkoulou. Et je recevais également Ibrahim Sejemboulou en sa qualité de président de l'Organisation gabonaise des consommateurs. Merci de nous avoir regardé et bonne suite des programmes sur Télé Africain.